tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce 9 mai, un volet consacré à l'actualité de région de Nyon. On recevra sur ce plateau le président Gérald Créteny et Pierre-Alain Schmitt, responsable communication au sein du comité de direction. Ensuite, une page consacrée à l'actualité glandoise. Et enfin, on s'intéressera aux revendications de la manifestation « Touche pas à mon enfant » avec le témoignage de son organisateur Jamal Mogador, accompagné de maître Grégoire Ray. Le conseil intercommunal a accepté de délier la bourse pour 2 projets importants jeudi dernier. Le législatif de région de Nyon a accordé un soutien financier à 2 projets importants. Tout d'abord à la future salle de l'usine à gaz, mais aussi à la maison des vins de la Côte. Un sujet signé Florian Cavalieri. Alors que la pose de la première pierre de la nouvelle usine à gaz a eu lieu la semaine dernière, le conseil intercommunal a accepté jeudi un crédit de soutien à la réalisation de cette future salle de spectacle. Un soutien financier de 580 000 francs sur un budget global de près de 16 millions de francs. C'est un préavis qui montre l'intérêt déjà régional pour la culture, qui montre le soutien à la ville de Nyon, qui est quand même une ville-centre, qui amène la grande majorité des investissements. Mais c'était important pour la région de montrer ce soutien à la culture, pas seulement par des soutiens à des spectacles, mais aussi des soutiens à une infrastructure. En acceptant ce préavis, le conseil intercommunal a souhaité marquer son attachement à un véritable outil régional, selon les termes mêmes du préavis. Autre objet symbolique sur lequel l'Assemblée était appelée à se prononcer, un soutien de 660 000 francs sur un budget global d'environ 5 millions de francs, destiné à la réalisation de la maison des vins de la Côte. C'est un projet où beaucoup de sueur a coulé entre les premiers traits de crayon et maintenant ce dernier préavis voté, ce préavis sur la réalisation de ce projet. Donc enfin on quitte la phase d'études et on pourra enfin donner un coup de pelle à ce projet. Vitrine de l'activité vitivinicole régionale, cette maison des vins sera construite sur la commune de Mont-sur-Rôle. Ces préavis acceptés haut la main mettent du baume au cœur à l'association régionale des communes du district de Nyon, région de Nyon qui doit s'attaquer à la révision des statuts du DISREN, le dispositif d'investissement régional. On arrive gentiment au terme de ce DISREN car on avait voté pour une période de 3 ans et demi. Donc il va falloir reconduire cet exercice et le repasser au sein du conseil intercommunal et par la suite au sein de toutes les communes. Un dossier épineux auquel Région de Nyon s'attellera dès septembre prochain et dont les discussions devraient se prolonger jusqu'au début 2020. On s'intéresse toujours à Région de Nyon, mais cette fois-ci en plateau avec nos 2 invités, Gérald Créteny, président, mais aussi Pierre-Alain Schmitt, responsable communication du Que Dire. Merci d'être avec nous, messieurs. Bonjour. Bonjour. On en parlait justement du DISREN, le dispositif d'investissement solidaire de la région nyonnaise, qui prendra fin donc au 31 décembre. Le comité de direction a choisi de proposer au conseil intercommunal de reconduire le DISREN sous sa forme actuelle. Pourquoi, Gérald Créteny ? Alors, tout simplement, le DISREN donc, est un outil à disposition des communes. C'est un outil qui est proposé au niveau est une option finalement des statuts aujourd'hui. 38 communes sur les 42 que compte la région a souscrit au DISREN. Simplement, on voit bien, c'est finalement un système de solidarité à 2 vitesses avec une partie des communes qui payent et puis certaines communes qui ne payent pas. Et la volonté, c'est d'avoir des membres qui sont tous finalement investisseurs dans la région. Donc, nous avons consulté les communes pour pouvoir mettre en place ce DISREN. Et 90% des organes communaux consultés étaient tout à fait d'accord de pouvoir intégrer ce DISREN dans les statuts, donc le rendre obligatoire. Le problème, c'est que nous avons 5 communes qui ont souhaité ne pas rendre obligatoire ce DISREN. Et il faut malheureusement actuellement, heureusement ou malheureusement, mais c'est un fait, c'est qu'il faut l'unanimité des communes pour pouvoir décider de mettre en place, de modifier des statuts à ce niveau. Ce qui veut dire que le risque était beaucoup trop grand de faire tout le processus qui prenait des mois pour arriver à intégrer et à risquer finalement un résultat négatif qui serait vraisemblablement venu. Donc on a décidé pour l'instant de favoriser
les investissements régionaux, parce que c'est des investissements qui sont directement au profit des habitants de la région. En début d'année, pour parler d'un autre sujet, vous présentiez le forum sur la collaboration régionale consacré au rôle et au fonctionnement de Région de Nyon. Plusieurs propositions de mise en œuvre sont ici présentées. Est-ce que vous pouvez nous citer une ou deux propositions de manière très très concrète ? Alors très concrètement, tout d'abord, on constate quand même que les conseillers, les délégués des communes qui sont dans le conseil intercommunal sont des délégués qui proviennent de communes très différentes. Il peut y avoir, il y a des communes de 300 habitants, il y a des communes de 20 000 habitants, etc. Donc on a des différences qui sont vraiment notoires et il est important que tout le monde puisse comprendre le fonctionnement du conseil le mieux possible pour pouvoir aussi ensuite relayer auprès des conseils. C'est un point épineux, comprendre comment fonctionnait ce conseil régional. Comment ça fonctionne et ensuite comment est-ce qu'on relaye finalement ce qui se dit au conseil dans le cadre des conseils communaux et généraux. Donc ce qu'on met en place, c'est des mesures liées à la formation de ces conseillers. Peut-être un ou deux points supplémentaires, c'est également de pouvoir mieux développer des projets qui sont vraiment fédérateurs pour l'ensemble de la région. Ça veut dire aussi de voir la définition de qu'est-ce qu'un projet vraiment régional. Un projet fédérateur régional, par exemple, comment vous l'expliquez, comment vous le communiquez ? Eh bien, c'est à apprendre, au fait. Voilà. Alors, en fait, c'est des projets qui s'adressent quasiment, je dirais, à l'ensemble des habitants de cette région. Alors, il peut y avoir des répartitions. Quand on sait qu'un projet, vous avez 4 sorties autoroutières, par exemple, je prends juste cet exemple, forcément que les gens de toutes les régions, de toutes les sous-régions de ce district vont prendre une fois ou l'autre l'une de ces sorties. Ça, c'est pour imager. On peut avoir des projets qui, effectivement, peuvent avoir 2 endroits ou 3 endroits de développement, mais il faut que le principe, en tout cas, puisse correspondre à l'ensemble de la région. Et puis, il y a un point aussi qui nous tient à cœur, finalement, personne n'est toujours égal devant l'investissement. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'il puisse y avoir, et pas seulement de notre région, mais c'est pour l'ensemble des régions du canton, c'est une péréquation verticale, une redistribution verticale. C'est peut-être un sujet un petit peu épineux à expliquer, je ne vais pas l'expliquer ici, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un point sur lequel on tient à pouvoir avancer, ce qui permettrait d'avoir finalement une part de la péréquation qui vient pour les régions qui s'organisent et pour les communes particulièrement de ces régions qui l'organisent. Au niveau de l'organisation, on demandait aussi au Conseil régional de pouvoir se réformer de l'intérieur. C'est comme ça qu'on en a beaucoup entendu parler. Donc au niveau de la structure organisationnelle, est-ce qu'il y a des solutions pour changer Région de Nyon de l'intérieur ? Alors, je crois quand même que le forum, alors c'était le but du forum, c'était de vérifier d'abord s'il y avait véritablement des changements à apporter. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait quand même un plébiscite des quelques 200 personnes présentes en faveur de Région de Nyon et en faveur de la structure dont est faite Région de Nyon. C'est une association intercommunale selon la loi sur les communes et cette organisation a été totalement plébiscitée. Donc, ce que nous apportons aujourd'hui, c'est des solutions et des volontés de réforme dans des sujets bien précis, tels que la communication, tels que la formation, tels que la notion de projet, tels que la solidarité, pour que nous puissions avancer. Et aussi un ou deux éléments, je dirais, en termes structurels. Par exemple, la création d'une commission permanente des investissements régionaux, qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui permettrait d'avoir une vision complète de l'ensemble des projets. Pierre-Alain Schmitt, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler du débat de Prangin, savoir si la commune souhaite ou non sortir justement du conseil régional. Et vous avez choisi, donc du côté du comité directeur, d'intervenir dans la campagne politique. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, si vous voulez, on a eu, ce qu'ont tous les bons Suisses, un tout petit peu de retenue dans la volonté d'aller intervenir dans un débat qui est par essence qui est communal.
puisque en fait, un référendum contre une décision d'un conseil communal appartient à une commune. Et puis, on s'est quand même rendu compte, et on a un petit peu rongé notre frein, parce que, quelque part, la question qui est posée aux Pranginois, et qui pourrait peut-être être posée aux autres communes, c'est est-ce qu'il y a un intérêt pour les communes de rester ou de pas rester dans la région de Nyon ? Et puis, surtout que cette question a été posée de manière assez polémique, en ayant des critiques très importantes qui étaient dirigées contre la région de Nyon, c'est-à-dire contre notre association intercommunale, contre sa direction et certains de ses membres, et surtout aussi, et donc il y avait la nécessité pour nous de pouvoir répondre, je dirais, à ces critiques qui nous paraissaient très largement infondées. Oui. On n'a pas eu... Le comité 62 vous reproche de le faire maintenant, justement, à l'approche du vote, et que cette intervention, en fait, elle est calculée et préméditée. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Non, je ne pense pas qu'elle est préméditée. La seule chose, c'est qu'elle est effectivement réfléchie. J'ose espérer que nos actions le soient. Mais elle est réfléchie dans quel sens ? C'est quand une association est critiquée, que ce soit par rapport à sa direction ou par rapport à son organisation, certains de nos membres, légitimement, alors même que, comme l'a rappelé notre président tout à l'heure, 90% des organes des communes consultées ont considéré que notre organisation était adéquate, était bonne. D'une manière générale, c'est ce qui ressortait du forum. Certains de nos membres m'ont dit, mais écoutez, le silence de votre organisation, est-ce qu'il doit être interprété comme une acceptation tacite de ces reproches ? Et nous avons décidé au sein du CODIR qu'on ne pouvait pas rester vis-à-vis de ce silence et qu'il y avait lieu de répondre à ces critiques. C'est la raison pour laquelle nous avons simplement listé toute une série d'informations, d'allégations et d'informations qui nous paraissaient inexactes, incorrectes, voire même complètement déplacées, et nous y avons répondu de manière systématique pour pouvoir faire connaître la position de notre association. Et nous dirons, si vous permettez là-dessus, parce que ça me paraît important, c'est de dire que au départ, nous étions pressentis pour être entendus auprès du conseil communal de Prangin. Et on s'en réjouissait. On a eu l'occasion d'ailleurs d'être entendu par la municipalité de Prangin, qui a d'ailleurs, comme vous le savez très probablement, préavisé unanimement le maintien de la commune au sein de notre région. Bon, on a entendu durant le débat que ce n'était pas vraiment chose très claire, mais le débat n'est pas ici. Justement, toutes ces précisions sont à voir, permettez-moi, sur le site internet Pierre-Alain Schmitt. Merci pour ces précisions. Gérald Créteny, merci également. Toutes les informations donc sur le site de Région de Nyon. Gland veut réaménager la plage de la Dulive. Au programme, notamment la mise en place d'un ponton et d'une plateforme d'accès à une zone de baignade au large. Pour ce faire, la municipalité demande un crédit complémentaire d'études aux législatifs. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ce dernier se penche sur cet aménagement, puisque les premières études datent de 2009. Alors, il s'agit d'une plage où on n'ira pas se baigner directement depuis le bord de l'eau, mais une plage où on entrera dans l'eau depuis un ponton qui fera une certaine longueur. Et puis, on fera aussi un bassin au bout de ce ponton, tout ça sur un système mobile sur l'eau. Alors, il n'y a pas que ça sur ce projet de réaménagement de la plage, puisque le budget global est de 4,5 millions et il est aussi question d'un bâtiment. Ah, effectivement, quand vous faites une plage, il vous faut mettre des vestiaires, il vous faut mettre des toilettes, et puis on envisage aussi de mettre une buvette en place à cet endroit-là, et puis bien sûr, il y aura tous les aménagements autour pour rendre cette plage agréable. Effectivement, on essaye de rapprocher nos gens du lac. On a toujours le projet de rénovation de la plage de la Falaise qui est suspendu à l'acceptation du PPA La Falaise. On espère résoudre ce problème d'ici quelques mois avec les derniers opposants avec lesquels on est encore en négociation. Ensuite, la plage de la Dulive qui serait une deuxième plage, comme on l'a vu, pour essayer d'amener un tout petit peu plus d'accès au bord du lac à nos concitoyens. Je vous rappelle qu'on a 4 km de rive du lac sur la commune de Gland, dont actuellement 80 sont accessibles au public. À 50 ans, l'orgue du temple Saint-Paul doit être rénové, une tâche qui incombe aux communes. De son côté, la municipalité de Gland souhaite pouvoir l'utiliser plus largement que dans le cadre des cultes, par exemple, lors de concerts, et souhaite ainsi rajouter 28 jeux et une console à 3 claviers. Les explications au micro de Florian Cavalleri. Alors ces travaux, c'est tout d'abord un relevage de l'orgue, et vu qu'il faut relever l'orgue tous les 13-18 ans, il y a une réflexion, vu qu'il vient d'avoir 50 ans, pour en faire en fait un nouvel orgue. Alors on va garder l'orgue comme il est actuellement, mais on va l'améliorer, et surtout la vision c'est d'apporter une console qui se trouvera dans le chœur, et on verra enfin l'organiste jouer lors de concerts et également pendant les cultes. Alors pourquoi c'est à la commune de s'occuper de l'orgue d'un temple ?
Parce que dans la loi, en fait, les communes doivent se charger de tous les frais en lien avec les cultes, que ce soit au niveau des protestants, au niveau des catholiques. Là, la différence, c'est que bien que la commune soit propriétaire de cet orgue comme du temple, il y a une association qui s'est constituée et cette association est déjà allée demander de l'argent à différentes associations, fondations, ce qui fait qu'il y a à peu près 300 000 francs qui sont prévus comme des promesses de dons pour l'amélioration de cet orgue. Voilà, c'est l'association Orgue en jeu et de la part de la commune, eh bien, vous devez encore trouver 200 000 francs. Voilà, on va compléter et puis en fait c'est le montant qu'on demande au conseil communal jeudi, 206 000 francs exactement pour le montant qui dépend pour terminer l'orgue et puis également différentes améliorations, tout ce qui est technique au niveau électrique pour amener les liaisons entre l'orgue actuel et la console et puis il y a également une vision pour des chaises parce qu'actuellement le temple n'a que des bancs et finalement ce serait beaucoup plus agréable lors de concerts que les personnes puissent s'asseoir sur des chaises. Donc il y a également ce projet. Toujours dans le rouge, mais moins que prévu, à Nyon, les comptes 2018 s'élèvent à 6,1 millions de déficit, soit un peu mieux que les 8,2 millions initialement prévus. L'exécutif s'attend à des années difficiles à venir. Oui, c'est effectivement légèrement meilleur que le budget. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on est totalement satisfait de ce résultat de 6,1 millions. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, la municipalité peut se targuer de effectivement avoir bien maîtrisé ses charges. Alors pour nous, c'est quand même un signal de prudence. C'est un signal de prudence aussi pour les années qui vont venir, bien entendu. Et il nous manque quand même effectivement des recettes, que ce soit des impôts, des taxes, pour pouvoir fonctionner normalement. Oui, on est malheureusement en ligne avec 2017, c'est-à-dire des personnes morales qui ne performent pas très bien. Peut-être dû aussi au nouveau taux d'imposition vaudois pour 2019. Alors, le budget 2020 n'est pas encore sous toit, hein. On a déjà commencé à l'étudier, mais bien entendu, il n'est pas sous toit. Mais c'est vrai que je pense qu'on aura encore 2 ans largement difficiles. Samedi 11 mai, la manifestation Touche pas à mon enfant, gilet orange passera par Nyon. Le collectif de parents divorcés privés de la garde de leurs enfants a choisi de dénoncer et d'alerter les dysfonctionnements auxquels ils doivent faire face. Djamal Boumald, merci d'être avec nous. Merci à vous. Accompagné de Maître Grégoire Ray, merci également d'être avec nous pour nous parler de cette thématique. Donc Djamal Boumald, vous êtes là pour nous parler de votre témoignage, parce que c'est avant tout votre histoire. Quel dysfonctionnement est-ce que vous voulez aujourd'hui dénoncer? Alors, c'est une question qui a 100 réponses, même plus. En fait, d'abord, on est là, c'est pour dénoncer la passivité de certains services de la protection de l'enfant. C'est une des raisons, en fait, pourquoi on sort à la manifestation, parce qu'on estime qu'on n'est pas entendu. Parce que soit par les assistants, certains, ces assistants de services de protection de l'enfant, soit des fois même pour certains juges de paix. En fait, c'est comment je peux développer cette relation entre les deux services, parce que je peux la désigner comme c'est de l'insiste à peu près, parce qu'en fait, il y a les services de la protection de l'enfant qui produit en fait l'erreur judiciaire, et après, il y a la justice de paix ou le juge. Je ne veux pas mettre tout le monde comme ça, certains juges de paix en fait qui font pour sélectionner l'erreur judiciaire. En fait, ou alors sélectionner des preuves arbitraires. Donc aujourd'hui, vous êtes personnellement victime de ces erreurs qui vous empêchent aujourd'hui de voir votre enfant. Concrètement, c'est ce qui se passe. Exactement. Comme des centaines d'autres, en fait, on donne des audiences pour fixer notre audience et ainsi de suite, et le temps passe. Et les enfants, ils grandissent. Et à un moment donné, on se trouve voilà, on a perdu beaucoup de temps, dans la vie de notre enfant. On a des anniversaires qu'on n'a pas pu fêter, on ne peut pas savoir s'il est malade ou il n'est pas malade. C'est notre scolaire, des fois, il nous isole en fait. Maître Grégoire Ray, c'est une situation que vous connaissez bien puisque vous suivez plusieurs de ces cas-là. Comment est-ce qu'on explique finalement que la loi ne fasse pas son travail correctement? Où est-ce qu'il est le problème finalement?
Alors, on a une loi qui a été assez avant-gardiste parce qu'on a, comme pour plusieurs domaines, le Pax suisse qui a été un petit peu avant tout le monde avec des droits formidables, le partage de l'autorité parentale et de la garde automatique assez récent. Ce sont des bonnes idées, mais avec, en l'occurrence, une condition qui met un petit peu, qui met tout par terre. Qui fout en l'air le système et qui crée des situations qui sont inextricables, qui est qu'on oblige les parents à avoir une entente au sujet de l'enfant et au sujet du plan de garde pour que la garde soit partagée. Ce qui fait que malheureusement... Donc concrètement, on incite au conflit pour faire durer les procès. Alors, en tout cas, on permet à certains parents, et en général c'est les mères, puisque c'est elles qui ont la garde au départ, ou en tout cas on est quand même encore dans un système matriarcal de manière assez évidente. C'est une prime au conflit, effectivement. On incite à alimenter le conflit parce que les mères savent que s'il y a un conflit, il n'y a pas de partage de garde. Ce qui déjà est une condition qui devrait disparaître. Ensuite, il y a une autre chose qui découle de ce constat, c'est qu'on devrait beaucoup plus sévèrement réprimer le conflit. Quand il y a un conflit ou même simplement un dénigrement d'un parent vis-à-vis de l'autre, et ça vaut aussi pour les pères qui dénigrent les mères, hein, j'en ai presque autant dans un camp que dans l'autre à ce sujet-là, mais ce problème d'aliénation parentale, il faut que ce soit maintenant considéré non pas comme une allégation que les services sociaux, comme le disait Jamal tout à l'heure, prennent en compte en disant « Ouh là là, il faut vite qu'on protège l'enfant dans une situation qui est alléguée comme dangereuse », il faut au contraire qu'on se dise, s'il y a une critique, c'est en soi un acte de maltraitance. Et il faut que ces critiques du parent en présence de l'enfant deviennent des comportements considérés comme des actes de maltraitance. Et que les parents qui s'en rendent coupables se voient rappeler, et ça arrive de plus en plus souvent maintenant, par les juges des APEA ou même par les services de protection de l'enfance, à leurs obligations, avec la conséquence que dans les cas graves, on peut leur retirer l'enfant. Et quand on en vient, comme c'est arrivé récemment, il y a quelques semaines, à Martigny, avec une juge, enfin, d'une APEA à Martigny, qui dit à la mère, la prochaine fois que vous faites une photo de votre fils, pour montrer que le samedi soir ou le dimanche soir, il revient fatigué ou mal habillé, madame, on l'enlève et on le met en milieu, alors là, c'était en milieu neutre parce qu'il y a un conflit des deux côtés, mais on vous l'enlève parce que c'est un acte de maltraitance qui fracasse les enfants. Il faut que ce soit maintenant entré dans les mœurs. Et il y a un troisième aspect, en plus de ce conflit, en plus de la répression des actes de dénigrement, il y a un troisième aspect qu'a évoqué Jamal tout à l'heure, où il faut qu'on arrête avec cette espèce de mode des petits jeunes, des OPE ou des SPMI qui n'ont pas d'enfants, qui cochent des cases en se disant c'est quoi là, un parent parfait? Il n'y a pas de parent parfait. D'accord? Quand un enfant est dans une famille imparfaite, eh ben qu'on l'y laisse. C'est comme ça. Et mieux vaut des parents, même d'ailleurs mauvais, que pas de parents du tout. Parce qu'il n'y a pas de placement qui réussit. Ça n'existe pas. Vous donnez la place finalement aux deux parents. Jamal Boumal, vous dites d'ailleurs au sein de cette manifestation, ce que vous voulez, c'est donner finalement aussi la parole à tout le monde, tant au papa qu'aux mamans, puisque aujourd'hui vous avez constaté que plusieurs personnes sont dans la même situation que vous. Exactement, on est tous victimes de ce système-là. En fait, surtout, je ne veux pas dire c'est un dysfonctionnement. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une façon de faire. Parce que souvent, c'est quoi? C'est un assistant social en fait, qui fait un rapport. Bah, ça dépend, en fait, fantaisiste ou du Vous disiez en préparant cette émission que vous le viviez comme un abattoir judiciaire. C'est un mot assez fort. C'est un abattoir. Souvent, je veux dire, c'est de un massacre social. Je veux dire, on peut trouver pas mal de termes. C'est Guantanamo social. On peut trouver pas mal de termes pour ça. C'est de souffrance. Je veux dire, j'ai jamais vu que cette souffrance, en fait. Il n'y a pas plus cruel de vous enlever votre chair. Et beaucoup de parents, et surtout pour une raison banale, surtout un assistant social qui va faire un rapport de s'affection. Alors souvent, il relate les propos d'un seul parent. Alors, il envoie au juge, à la justice de paix. La justice de paix, il rend une décision arbitraire sur la base de ce rapport-là. Il vous dit, ouais, moi, j'ai suivi les recommandations de le service social. Après,
les services sociaux vont vous dire « Ah non, on respecte les décisions de tribune ». En fait, c'est un cercle vicieux, ça retourne en rond. Justement, Maître Grégoire, on n'a pas toujours la connaissance justement des lois. Donc, quel conseil est-ce que vous pourriez donner finalement quand on se retrouve dans ce cercle vicieux dont nous parle Jamal ? Oui, alors c'est vrai qu'on a peu de grands juges qui décident de faire leur travail de magistrat. Un magistrat, c'est pas un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui doit prendre la distance par rapport à un rapport et puis entendre les parties et se faire forger sa propre opinion. Il faut redonner de la place ou exiger que les juges fassent leur travail. Quand il y a des audiences devant les APEA ou les tribunaux de protection de l'adulte et de l'enfant, demander qu'on se distancie de rapports, parfois je disais de petits jeunes tout à l'heure, d'assistants sociaux, pour voir la situation telle qu'elle se présente vraiment, y compris quand on a des allégations qui sont fantaisistes, voire même parfois diffamatoires. Ouais. Il faut du courage, mais les juges n'en ont pas toujours. Voilà, du courage justement, vous en avez puisque vous prendrez parole ce samedi 11 mai lors de la manifestation « Touche pas à mon enfant, gilet orange ». Merci d'avoir été avec nous et puis donc on peut prendre contact avec l'un ou l'autre si on veut des conseils et du soutien. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci madame. Merci, bonne suite à vous. En bref, à noter également que le samedi 11 mai aura également lieu une vente de pâtisserie en faveur de l'association SOS Future Maman, une association qui vient en aide aux mamans mais aussi aux papas, vous l'aurez compris, qui lors d'une séparation se retrouvent dans le besoin matériel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bonne suite de programme sur NRTV.